l'Éthiopie est sur le point de sombrer dans une guerre totale. L'histoire n'a pas fait la une avec l'Ukraine, l'Iran et d'autres conflits qui retiennent toujours l'attention du monde, mais les experts internationaux qui observent l'Éthiopie depuis des années tirent tous la sonnette d'alarme, et même les dirigeants éthiopiens commencent à prévoir ce qui arrive. D'un côté, l'homme fort éthiopien Abiy Ahmed a récemment été réélu lors d'un scrutin qui ressemblait moins à une compétition libre et équitable qu'à un couronnement royal. En face, le peuple tigréen du nord de l'Éthiopie, armé et organisé, avec plusieurs rivaux régionaux de l'Éthiopie prêts à combattre à leur côté. Pour l'Éthiopie et la région, les enjeux sont immenses. La guerre au Soudan voisin a déjà causé des centaines de milliers de morts et menace de franchir les frontières. L'Érythrée au nord semble s'attendre à une guerre dans un avenir très proche, et la Somalie au sud est à deux doigts de son propre effondrement interne. Des puissances du Moyen-Orient, comme l'Arabie saoudite, Israël, la Turquie, les Émirats et l'Égypte, observent la situation et choisissent leur camp. Sur le sol éthiopien, il n'y a pas que les Tigréens qui sont au bord d'un conflit ouvert. Il y a aussi le peuple Amhara et les Oromo. Concernant la gravité possible de cette guerre, la dernière fois que l'Éthiopie a combattu les Tigréens, cela a été reconnu comme le conflit le plus meurtrier du XXIe siècle. Mais si la Corne de l'Afrique explose comme cela semble possible, ou même probable actuellement, alors la guerre dévastatrice du Tigré semblera n'avoir été qu'un échauffement. Revenez quelques mois en arrière, fin février 2026, et une guerre entre le gouvernement fédéral éthiopien et le peuple tigréen paraissait imminente. Les dirigeants éthiopiens à Addis Abeba tirèrent la sonnette d'alarme depuis près d'un an, avertissant que le gouvernement régional du Tigré devenait une menace évidente après qu'une faction du Front de libération du peuple du Tigré, ou TPLF, ait pris le pouvoir lors d'un coup d'État interne. En 2025, la direction du Tigré a accusé l'Éthiopie de financer et soutenir des groupes dissidents et milices anti-TPLF qui ont lancé plusieurs attaques contre les forces régionales du Tigré. Addis Abeba a déclaré que le TPLF attaquait des civils dans l'Afar, puis les Tigréens ont accusé le gouvernement éthiopien d'une frappe de drone ayant tué des soldats et civils tigréens. Fin janvier, les Tigréens ont pris plusieurs villes et échangé des tirs avec les forces gouvernementales. Au cours des semaines suivantes, l'armée éthiopienne a massivement renforcé son dispositif vers le nord. Les Tigréens et le FLPT ont riposté en se renforçant, l'Éthiopie affirmant que des soldats érythréens avaient franchi la frontière pour les soutenir. À la fin du mois de février, la région du Tigré était au bord d'une guerre totale, une guerre qui risquait probablement d'entraîner l'Éthiopie et l'Érythrée dans un conflit direct. Mais ensuite, le monde a été témoin d'une série d'événements bien plus importants qui ont forcé le Tigré et le gouvernement éthiopien à mettre leurs ambitions en suspens. Dès le 28 février, les États-Unis et Israël ont mené une guerre contre l'Iran, qui a riposté pendant plusieurs semaines en lançant des drones et des missiles dans toutes les directions. Le marché pétrolier mondial a connu de forts chocs. Le détroit d'Ormuz a été fermé. Et l'Éthiopie, l'Éthiopie dépend entièrement du pétrole raffiné qu'elle doit importer de l'étranger, la grande majorité de ce pétrole provenant du détroit d'Ormuz. Pour les Tigréens, la situation était similaire. Avec les pétroliers du monde entier bloqués dans le golfe Persique, les Éthiopiens de tous bords allaient devoir essayer de faire durer leurs réserves de carburant aussi longtemps que possible. Et étant donné la quantité de carburant que les deux camps devraient consommer pour mener une guerre ouverte, l'Éthiopie n'avait d'autre choix que de mettre le conflit en pause. Maintenant, bien sûr, il vous suffit de vous rappeler que nous publions cet épisode maintenant, plusieurs mois après les faits, pour en déduire que l'histoire ne s'est pas arrêtée là. La direction du TPLF du Tigré semblait bien consciente de l'opportunité qui s'offrait à elle, semblable à celle d'un petit frère taquinant son aîné en sachant que maman le protège de toute punition. En avril, le TPLF a évoqué l'idée de rétablir le gouvernement régional qui existait avant la guerre du Tigré, laquelle s'est déroulée sur 2 ans à partir de la fin 2020. C'est d'ailleurs la guerre la plus meurtrière du XXIe siècle dont nous avons parlé plus tôt, avec certaines estimations incroyables suggérant que plus de 600 000 personnes pourraient avoir été tuées. Après que le TPLF a menacé de rétablir ses structures politiques, y compris un conseil législatif dirigeant, et accusé l'Éthiopie de retenir les salaires des fonctionnaires et de tenter une prise de pouvoir unilatérale dans la région, l'Éthiopie n'a pas vraiment offert de réponse. Le TPLF a certainement pu confirmer que l'Éthiopie n'était plus disposée à déclencher une guerre, ou du moins pas pour ce niveau de provocation. Saisissant leur opportunité, le TPLF a pris la décision de rétablir son gouvernement d'avant-guerre début mai avec le président du TPLF, Debretsion Gebremichael, élu président de la région. Pendant ce temps, à Addis Abeba, le dirigeant éthiopien Abiy Ahmed avait d'autres priorités sur lesquelles se concentrer.
Au début du mois de juin, Abiy Ahmed, âgé de 49 ans, a été facilement réélu lors d'un scrutin dont la légitimité était, pour le dire gentiment, très discutable. L'Éthiopie limite fortement l'accès de la presse internationale lors des élections et exerce aussi un contrôle strict sur sa presse nationale. Le scrutin a exclu toute la région du Tigré, tandis que les bureaux de vote ont été opportunément fermés dans les zones où le vote aurait pu ne pas être favorable à Abiy Ahmed. Contrairement aux attentes initiales des observateurs internationaux lors de l'attribution du prix Nobel de la paix à Abiy Ahmed, sa victoire cette année était prévisible. Le scrutin restait important pour Abiy Ahmed et son cercle, non pas pour la victoire attendue, mais comme test de la résistance interne dans les bastions du gouvernement. Moins de 10 ans après son arrivée au pouvoir, Abiy Ahmed est sur le point de devenir dictateur à vie. Il n'y a pas de presse libre. L'opposition a été réprimée jusqu'à la soumission, la plupart des dissidents et véritables adversaires politiques étant emprisonnés ou en exil. Ainsi, la manœuvre d'Abiy Ahmed était simple. S'engager dans un acte flagrant de consolidation de son propre pouvoir et voir si quelqu'un ferait quoi que ce soit à ce sujet. Personne n'a rien fait, mais dans les mois avant le vote, cela est devenu la préoccupation principale d'Abiy Ahmed. Cela nous amène à aujourd'hui, où la situation en Éthiopie bascule à nouveau vers la guerre ouverte. L'indicateur le plus clair, alors que j'écris, est un article d'opinion dans Al Jazeera, ironiquement titré « L'Éthiopie ne doit pas être entraînée de nouveau dans la guerre ». Le titre paraît sympathique. Bien sûr que oui, mais l'identité des deux auteurs de l'article d'opinion révèle rapidement leurs intentions. L'un d'eux est Redouane Hussein, le directeur général du service national de renseignement et de sécurité d'Éthiopie, et un conseiller très proche d'Abiy Ahmed lui-même. L'autre est Getachew Reda, le même président régional tigréen intérimaire qui a récemment été évincé de son poste lors du coup d'État que nous venons de décrire. Ensemble, les deux ont profité de leur passage sur Al Jazeera pour affirmer que le TPLF collabore avec l'Érythrée dans le but de lancer une attaque imminente et coordonnée contre le reste de l'Éthiopie. La partie vraiment pertinente de l'article est assez longue, mais elle est suffisamment importante pour être citée directement. Avec le soutien d'Asmara, la faction dure du TPLF prévoit une offensive contre le gouvernement fédéral dans les jours à venir. En violation flagrante de l'accord de Pretoria, la faction résiduelle du TPLF a dissous l'administration intérimaire régionale et instauré sa propre administration illégale. Elle a continué à recruter, former et armer une force de combat importante avec le soutien direct du gouvernement érythréen. Elle a également purgé et écarté tous ceux en son sein qui prônaient la paix et le respect de l'accord de Pretoria. Fin de citation. Maintenant, bien sûr, nous espérons qu'il est assez évident que ces auteurs sont loin d'être des voix neutres sur la question. Des hauts responsables du gouvernement d'Abiy qui cherchent à monter un dossier contre le Tigré juste après un renforcement militaire évident de leur part. Mais ils n'inventent pas ces allégations. Les nouveaux dirigeants du Tigré ont bien rétabli leur gouvernement régional. On sait largement que le TPLF coordonne ses actions avec l'Érythrée à un certain niveau, et récemment le groupe semble avoir repositionné des chars plus près du front. Le TPLF a effectivement instauré récemment une mobilisation obligatoire pour ses citoyens, tout en criminalisant les discours et les médias qui critiqueraient ou s'opposeraient au recrutement. Citant l'expert régional Liam Carr du Critical Threats Project, qui s'est exprimé en exclusivité pour Warfront, l'Érythrée s'est associée au TPLF pour créer une zone tampon contre l'Éthiopie, maintenir l'Éthiopie fragmentée et diluer la menace provenant de l'Éthiopie. Fin de citation. Quant à savoir si le TPLF veut attaquer en premier ou se défendre contre une attaque d'Addis Abeba, à ce stade, la distinction n'a plus vraiment d'importance. Les deux camps comprennent que l'autre est prêt pour un conflit ouvert, et les deux camps savent que l'Éthiopie se dirige à très brève échéance vers cette issue. Pire, les affaires internationales recommencent à coopérer. Lors de l'enregistrement de cet épisode, les États-Unis et l'Iran semblaient en proche d'un mémorandum pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Malgré les récentes actions militaires autour du Liban qui pourraient un tout compromettre, il est difficile d'ignorer la direction prise. Une fois que le détroit sera rouvert, l'Éthiopie n'aura plus besoin d'être aussi prudente avec ses réserves de carburant, et c'est là que le sceau sera brisé. Il existe aussi un risque que le conflit du Tigré dégénère en une conflagration régionale bien plus vaste. Mais avant d'aborder cette possibilité, faisons une courte pause pour vous parler de notre site réservé aux abonnés, Frontstoko. Frontstoko, c'est notre plateforme pour toutes les histoires auxquelles nous ne pouvons pas rendre justice ici, sur la chaîne principale, un endroit où nous pouvons vraiment approfondir bien plus que ce que nous faisons ici sur YouTube. Chaque semaine, nous publions 2 vidéos exclusives, 2 articles d'experts et 1 ou 2 podcasts sur les conflits et sujets géopolitiques importants. Au-delà de la Corne de l'Afrique, de nombreux sujets concernent aussi l'Ukraine, l'Iran, le Soudan, le Sahel, l'Europe et d'autres régions, sans oublier les conflits mineurs souvent ignorés ailleurs.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce qui se passe dans cette partie du monde, nous avons récemment publié un article de Pavel Wojciech sur la crise politique en cours en Somalie, ainsi qu'une vidéo exclusive sur la façon dont un péage dans le détroit d'Ormuz pourrait ruiner l'économie mondiale. Front coûte 5 $ par mois ou 50 par an. Encore une fois, c'est front.co. Allez jeter un œil, et maintenant on reprend. Lorsque nous évoquons un possible conflit futur sur cette chaîne, il est important de montrer combien une guerre serait dévastatrice. Cependant, il suffit ici de citer la guerre du Tigré, qui a duré 2 ans et est largement reconnue comme le conflit le plus meurtrier de ce siècle. À l'époque, l'Éthiopie et l'Érythrée unissaient leurs forces contre le Tigré. Dans une guerre qui a fait jusqu'à 600 000 morts selon les estimations, près de 3 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, près d'1 million d'autres forcées de fuir le pays, et 13 millions de personnes laissées dépendantes de l'aide humanitaire. Maintenant, aussi terrible que ce conflit ait été, il y a déjà des raisons de croire qu'une deuxième guerre pourrait être encore pire. Cette fois, l'Érythrée soutiendrait les Tigréens, apportant plus de parité en équipement, puissance économique et autres facteurs clés. Les Tigréens sont désormais une force de combat bien plus expérimentée qu'au début de la dernière guerre, et le récent coup d'État régional a contribué à étouffer les voix dissidentes qui auraient pu s'opposer à un retour au conflit. Mais cette fois, l'Éthiopie pourrait aussi entraîner un effondrement national bien plus grave. Le pays doit encore faire face à une autre insurrection interne menée par les milices ethno-nationalistes Fano dans la région Amhara. Les informations sur le conflit sont rares, hors sources partisanes, mais les combats intenses continuent dans toute la région Amhara. Les Fano sont loin de constituer un front uni. Ils sont chaotiques, divisés en interne et n'ont pas de vision cohérente de ce qu'ils feraient s'ils parvenaient réellement à gagner. Mais ce manque d'organisation, qui avantage le gouvernement éthiopien face aux Fano, rend aussi ces derniers déstabilisateurs et imprévisibles si l'attention de l'Éthiopie se porte ailleurs. Dans une situation où Addis Abeba est préoccupé par le FPLT, les Fano pourraient éventuellement réaliser des avancées significatives en attaquant les forces gouvernementales qui ne peuvent pas compter sur des renforts fiables. En fait, ils ont déjà changé de posture au cours des derniers mois, en intensifiant leurs propres activités en réponse au recentrage de l'armée vers la région du Tigré. À l'heure actuelle, l'Éthiopie a lancé une contre-offensive limitée contre les Fano, mais si Addis Abeba pense pouvoir maintenir cette pression tout en combattant également le Tigré, eh bien, on ne peut pas dire avec certitude qu'Abiy aurait tort, mais il serait certainement au risque de trop s'étendre. De même, l'Éthiopie ferait face au risque de déstabilisation venant de la région d'Oromia, et en particulier de l'armée de libération Oromo, une organisation qui a mené des attaques ciblées au cours des dernières semaines. En outre, la reprise de la guerre au Tigré n'est pas un conflit isolé, et les risques d'extension dépassent la seule possibilité d'une participation de l'Érythrée. L'Éthiopie et l'Érythrée évoluant dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, où de grandes coalitions internationales s'impliquent dans divers conflits régionaux par procuration. Nous avons longuement discuté de ces coalitions dans d'autres épisodes ici sur Warfront, donc pour l'instant, nous allons simplement citer les noms. D'un côté, l'Éthiopie se rapproche de pays comme les Émirats arabes unis, Israël, le Maroc et, de plus en plus, l'Inde. De l'autre côté, l'Arabie saoudite, la Turquie, le Qatar, l'Égypte et quelques autres pays se rapprochent de leurs propres partenaires dotés de l'arme nucléaire, le Pakistan. Ces coalitions s'impliquent dans des conflits par procuration et gelée, du Soudan à la Libye, en passant par la Somalie, la Syrie, le Yémen, le Liban et même Chypre et l'Afghanistan. Le conflit du Tigré n'échappe pas à ces forces plus larges. L'Éthiopie et l'Égypte sont en désaccord depuis longtemps. Leur rivalité pour le Nil, la mer Rouge et d'autres atouts géostratégiques les poussant à chercher un soutien étranger. L'Égypte voit l'Érythrée comme un allié naturel face à l'Éthiopie et cherche à renforcer leurs liens, notamment par des rencontres récentes. L'Égypte voit aussi le TPLF du Tigré comme un allié régional par procuration, et d'autres membres de sa coalition suivent cette tendance. En citant de nouveau l'expert régional Liam Carr, l'Égypte soutiendrait presque certainement matériellement l'Érythrée en cas de conflit direct entre l'Éthiopie et l'Érythrée, tout comme elle l'a fait avec les SAF, et le soutien égyptien accordé à l'Érythrée ou aux SAF pourrait indirectement bénéficier au TPLF compte tenu de ces partenariats. Fin de citation. La Turquie occupe une position délicate, étant proche de l'Égypte tout en fournissant des armes à l'armée éthiopienne. Récemment, des rapports de la région suggèrent que la Turquie approvisionne les deux camps en Éthiopie, pas seulement le gouvernement fédéral. Et s'il y avait une région dans le monde qui était prête pour qu'un conflit de ce genre éclate et plonge toute la région dans une guerre internationale aux multiples acteurs, eh bien ce serait la Corne de l'Afrique. Comme le souligne Liam Carr,
l'Éthiopie joue un rôle si important dans la région qu'elle est impliquée dans presque toutes les questions ou crises régionales. Et je ne pense pas que d'autres points de tension pourraient cristalliser les dynamiques de conflit régional, comme le ferait une guerre en Éthiopie. Fin de citation. Après des années de combats, la guerre civile au Soudan n'a pas été la force de déstabilisation redoutée, mais d'autres pays comme l'Éthiopie sont devenus plus actifs dans le conflit. Au cours des derniers mois, l'Éthiopie a permis aux forces de soutien rapide génocidaires du Soudan, ou FSR, de lancer une offensive depuis le sol éthiopien. C'était une preuve irréfutable pour les ennemis des RSF. L'Éthiopie se rapprochait du groupe et s'alignait de plus en plus avec les Émirats arabes unis, principaux soutiens des RSF depuis des années. Le régime militaire soudanais a déjà renforcé ses liens avec le TPLF et l'Érythrée, étant le régime que les RSF considéreraient improbablement un conflit éthiopien comme étant immédiatement pertinent pour leurs intérêts. Pire, une reprise de la guerre du Tigré en Éthiopie pourrait provoquer une migration massive vers les régions plus stables du Soudan, en guerre, ouvrir de nouvelles routes de marché noir depuis les lignes de front soudanaises vers l'Éthiopie, voire entraîner le déplacement de combattants des RSF et peut-être des forces gouvernementales soudanaises vers la zone de conflit éthiopienne. Pour citer l'expert régional Alan Boswell du groupe international de crise, nous sommes dans une situation incroyablement dangereuse où chaque camp considère que l'autre aide activement ses adversaires armés. Tous les ingrédients sont là pour une vaste explosion régionale, voire une méga-guerre. Fin de citation. De même, nous avons déjà évoqué la crise politique persistante en Somalie, où une opposition de plus en plus unifiée laisse entendre qu'elle pourrait prendre les armes contre le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, alors qu'il tente de prolonger son mandat. Le gouvernement somalien a déjà commencé à présenter cette crise en termes régionaux, qualifiant l'opposition de prolongement des FSR soudanaises en Somalie, et la division interne du pays est largement soutenue par les dynamiques de pouvoir régional. Israël, les Émirats et l'Éthiopie ont soutenu le Somaliland et pourraient appuyer l'opposition somalienne si le conflit s'aggrave, tandis que l'Arabie saoudite, la Turquie et d'autres alliés soutiennent diplomatiquement et militairement Mogadiscio. Enfin, toute crise régionale dans la Corne de l'Afrique risque de déstabiliser le Soudan du Sud, où les structures de pouvoir internes de ce jeune pays sont si fragiles qu'un simple éternuement bien placé pourrait probablement les faire s'effondrer. Maintenant, en ce qui concerne la façon dont tout cela pourrait évoluer, la situation est d'autant plus préoccupante qu'il existe de nombreuses façons pour que les choses tournent mal. L'Éthiopie et le TPLF pourraient emmener un conflit limité sans implication directe de l'Érythrée, la guerre servant surtout à renforcer des alliances par procuration et à accentuer des divisions régionales encore mal perçues par le reste du monde. Ou bien, l'Érythrée et le TPLF pourraient entrer dans un conflit plus large avec Addis Abeba, incitant les Fano et les Oromo à prendre les armes et déclenchant une période beaucoup plus longue d'instabilité interne en Éthiopie. Dans ce scénario, peut-être qu'aucun autre pays ne s'implique directement, mais les effets de débordement commencent à modifier le statu quo au Soudan ou à attiser la violence en Somalie. Ou, dans le pire des cas, ces conflits régionaux finissent par se mêler et les coalitions du Moyen-Orient décident de s'impliquer, injectant argent et armes dans ce qu'on appellera un jour la guerre de la Corne de l'Afrique. Peut-être qu'Abiy Ahmed reste au pouvoir en Éthiopie, comme cela semble probable actuellement, ou peut-être que le dictateur en puissance de l'Éthiopie s'effondre rapidement à cause de ses propres actions. Malheureusement, il semble que la paix soit le résultat le moins probable de tous. L'Éthiopie, l'Érythrée et le TPLF semblent tous se diriger vers au moins un conflit limité. Et d'une certaine manière, c'est là le problème le plus insidieux de tous. Chaque gouvernement aura ses objectifs militaires, ses priorités politiques et sans doute une idée claire du déroulement attendu du conflit. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la Corne de l'Afrique, surtout récemment. Il serait difficile de concevoir délibérément une région qui soit plus propice à ce que les conflits dégénèrent en catastrophe. Abiy Ahmed, Isaias Afwerki d'Éthiopie et le TPLF dans la région du Tigré souffrent tous du même point aveugle critique. Ils semblent tous croire qu'une guerre est quelque chose qu'ils peuvent contrôler, avec des enjeux qu'ils peuvent choisir et des conséquences qu'ils peuvent gérer. Ce n'est tout simplement pas vrai. Et si ces gouvernements rivaux ne se réveillant pas bientôt à cette réalité, ils risquent de marcher en somnambule vers un embrasement de l'Éthiopie d'une ampleur à laquelle aucun d'eux n'est préparé. Seul le carburant transitant par le détroit d'Ormuz les retient encore. Quand le détroit sera rouvert, tout deviendra possible. Merci de nous avoir regardés.